Nous commençons donc. Donc j'ai un grand plaisir de déclarer la séance ouverte, la plume, la fiche et la souris, une histoire du travail de bureau en longue durée, 16e, 20e. L'invitation, un samedi matin, à nous pencher sur cette histoire du travail administratif, de la prise de notes, du recopiage, du rangement, du classement, pourrait paraître rébarbative. Eh bien, il faut croire que non. Il faut croire que nous sommes encore frais et que nous sommes tout à fait prêts à partager une réflexion sur ces questions. Il est vrai qu'il y a de très bonnes raisons, nous en sommes convaincus, à un moment où ce travail de bureau, qui est aussi le nôtre, se voit profondément éprouvé par la crise sanitaire et par toutes sortes de technologies. Il paraît tout à fait utile, pour ne pas dire salutaire, d'en resituer les inventions, les formes, la place et les effets dans la perspective d'un temps long. Alors, pour mener à bien cette opération, nous aurons le plaisir de débattre avec Pauline Lemaigre-Gaffier, maître de conf à l'université Paris-Saclay Versailles-Saint-Quentin, qui est à ma droite, spécialiste, entre autres choses, des sociétés de cours et de leur organisation administrative. Nicolas Chapira, qui est également sur ma droite, professeur à l'université Paris-Nanterre, qui s'intéresse également à la France d'Ancien Régime et centralement à l'histoire politique de l'écrit et du phénomène littéraire. Mathieu de Oliveira, qui est à ma gauche, maître de conférence à l'université de Lille, qui s'intéresse centralement à l'histoire des organisations et au fonctionnement des manufactures et des administrations au XIXe siècle, et Florence Descamps, maître de conférence à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire de l'administration et de la réforme de l'État au XXe siècle. Je donne dès à présent la parole à Olivier et à Pauline pour... Voilà, partage des tâches. Merci beaucoup. Et donc, évidemment, je suis très, très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Avec Pauline, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de présenter cette espèce de pas de côté sur la question du travail, dans la mesure où, vous le savez, par exemple, le programme des concours du recrutement secondaire est centré sur le travail, mais plutôt le travail artisanal ou industriel. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était finalement d'essayer de regarder par un autre bout la question du travail et du travail des administrations ou des bureaux, d'autant que, comme l'a rappelé Jean-Marc, c'est quelque chose qui a été complètement repensé, retransformé par la crise actuelle, et que d'abord c'est devenu une réalité dans le quotidien depuis au moins le 18e, voire bien avant, et on aura l'occasion d'en reparler. Le travail de bureau devient un travail à part entière, mais il a été repensé par de nouveaux outils, par de nouvelles approches, et puis par la nécessité. Et évidemment, ici, le télétravail constitue une des modalités un peu particulières de ce travail de bureau. L'autre élément qui nous intéressait, c'était aussi d'observer comment est-ce que cette question, elle avait été retravaillée par les historiens grâce à la mobilisation d'outils conceptuels ou théoriques qui avaient été empruntés à d'autres sciences sociales, et je pense en particulier à la sociologie ou à l'anthropologie, qui nous ont permis de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionnait pour des périodes récentes, mais aussi pour des périodes anciennes ou plus anciennes, pour essayer de comprendre comment est-ce que ces méthodes, ces outils, permettait de concevoir, d'appréhender, de se représenter ce qu'était le travail. Et l'un des objectifs, c'était donc, c'est ici un travail préparatoire, ou en tout cas les premiers éléments d'une recherche qu'on vous propose et qu'on vous présente, voir ce qu'il en est des différentes dimensions du travail de bureau, dans ses dimensions sociales, dans ses dimensions hiérarchiques, dans ses dimensions économiques, dans ses dimensions politiques, et puis aussi, plus largement, dans ces dimensions cognitives, comment est-ce que ça se pratique, comment est-ce qu'on travaille effectivement dans un bureau, et la dimension matérielle aussi, auquel nous sommes attentifs, et c'était l'objet du titre qu'on vous a proposé. Mais voilà, le document comme reflet, et comme, pour nous, historiens, source de ce qui n'est plus, mais qui est la matérialité ou la quotidienneté du travail.
Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, je voulais insister donc sur le fait que nous, on est peut-être au départ de nouvelles recherches, mais on est aussi redevable à toute une historiographie qui s'est beaucoup renouvelée ces dernières années. Et donc, comme vous le disiez Mathieu, les historiens ont beaucoup profité en fait d'approches sociologiques et anthropologiques, et on peut dire que chacun à notre manière, nous sommes livrés à une observation ethnographique des gestes et des pratiques du travail de bureau. Et nous nous sommes inscrits dans cette démarche parce que c'est cette approche ethnographique qui permet de bien comprendre que le travail mené dans les bureaux n'est pas seulement en fait l'application d'injonctions venues d'en haut. Et donc l'enjeu finalement, c'est non seulement de pratiquer en fait en historien cette méthode d'observation ethnographique, et aussi, parce qu'en fait c'est pas si évident que ça en a l'air, même si l'expression travail de bureau est très courante, eh bien d'appliquer en fait les méthodes de l'histoire du travail qui ont été d'abord appliquées par exemple au monde ouvrier, au monde des bureaux. Et de vraiment réfléchir en termes d'organisation des tâches, en termes de conflits aussi. Et c'est à partir de là qu'on s'aperçoit scientifiquement de quelque chose que les gens, je pense, expérimentent au quotidien, eh bien que le bureau n'est pas un espace neutre, n'est pas seulement un rouage d'une machinerie qui lui échappe. C'est véritablement un espace où se structurent les métiers, les identités professionnelles, les statuts sociaux, les genres aussi. Et c'est aussi l'espace, puisqu'aujourd'hui va être surtout question de l'administration publique en France dans la longue durée, eh bien l'espace où se fabriquent des décisions et leur mise en œuvre, des actes d'autorité, pour reprendre le titre d'un ouvrage de notre collègue sociologue Jean-Marc Veller qui modère cette table ronde, donc la fabrique des actes d'autorité et leurs modalités d'application. Donc ce dont nous avions envie de vous convaincre, mais vous avez l'air prêt à être convaincu, eh bien c'est qu'il est nécessaire d'étudier ces bureaux pour comprendre la nature, le fonctionnement et les inflexions de l'État. En fait, il faut s'intéresser à la matérialité du travail des bureaux pour comprendre ce qu'est l'État et comment il agit. Et c'est donc ce que nous allons essayer de faire en dialoguant aujourd'hui et en vous faisant circuler finalement entre différents terrains, différents domaines d'action assez diversifiés, entre finances publiques et services domestiques du prince souverain, et aussi en voyageant dans le temps, du XVIe au XXe siècle, parce que l'un des objectifs aussi, c'est de sortir d'une réflexion seulement en termes de seuil, qui ferait passer d'un monde d'avant les bureaux à un monde des bureaux, et d'être très ouvert à la diversité des configurations de ce travail et de sortir de modèles souvent un peu réducteurs. Eh bien, continuons. Et j'aimerais juste insister sur l'intérêt du pas de côté qui est proposé, plus largement par ces rencontres ici à Blois, mais ici avec la table ronde, en focalisant l'attention sur le travail. Parce que c'est vrai que en histoire, je ne sais pas, il faut que je sois très prudent, mais en sociologie ou en sciences politiques, vous avez toute une littérature sur la bureaucratie et qui fait l'objet de développements tout à fait passionnants, mais au prix, bien souvent, de descriptions stylisées de ce qui se passe finalement dans les services, sur les tables de travail. Et donc l'invitation à regarder de près les pratiques d'écriture, les techniques de classement, les innovations matérielles et sociales qui caractérisent le monde des bureaux constitue un point tout à fait central. Alors l'invitation donc à nous plonger au cœur de ce travail de bureau
qu'on y réalise pourra être éclairé depuis 3 focales et qui vont constituer en quelque sorte l'armature de notre discussion. La première consiste à examiner les pratiques ordinaires, les outils, les techniques qu'on trouve au ras des tables de travail selon les périodes concernées du XVIe au XXe, avec tout ce que ça implique sur les corps qu'il a fallu domestiquer, sur les gestes, les esprits, les raisonnements de tous ceux qui peuplent les bureaux. Une deuxième focale consistera à monter un petit peu l'angle de vue en s'interrogeant sur la mise en bureau de ce travail. Étant entendu que ce travail de bureau fait l'objet d'une rationalisation croissante dans les administrations, dans les services, dans les cabinets, dans les entreprises, mais prend aussi des formes extrêmement variées et qu'il y a un intérêt à décrire justement ces variétés, ces formes avec ces mobiliers, ces bâtiments, ces métiers, ces statuts, ces hiérarchies. Et puis enfin, nous nous interrogerons sur comment on fait pour décrire le travail de bureau au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe ou au XXe. La question des sources, évidemment, constitue un défi important pour les chercheurs sur lequel nous nous pencherons plus centralement. Voilà, donc je propose que nous abordions d'emblée cette première focale sur les pratiques ordinaires et de poser la question, finalement, qu'est-ce qu'on trouve sur la table de travail des personnes de bureau, des personnels de bureau. Peut-on revenir, par exemple, sur la variété des écrits, des formats qu'on trouve, quel appareil documentaire a été imaginé, est à disposition, avec quels supports, quels instruments. Voilà. Donc je propose peut-être la parole à Nicolas, par exemple, pour... Voilà, j'allume mon micro. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, alors moi je suis spécialiste plutôt des administrations entre 16e et 18e siècle, avec une entrée particulière que j'indique pour dire d'où je parle, qui est la question des secrétaires, qui est un personnel qui a été totalement oublié par les travaux sur la bureaucratisation, où on ne parle que des commis, qui est vraiment la figure qui va être constamment présente. Alors, j'aurai l'occasion d'y revenir. En ce qui concerne les pratiques ordinaires, peut-être que là, ça introduit tout de suite un dépaysement, c'est-à-dire que on a un problème de source, on y reviendra aussi tout de suite, c'est que tout ce qui est le travail est assez peu valorisé dans la société d'Ancien Régime, où est valorisé ceux qui ne travaillent pas. Et du coup, on a assez peu de descriptions précises de ce qui relève pour nous des tâches administratives. Et de même, le travail administratif, il existe. On est dans la société d'Ancien Régime, est une société extrêmement procédurière, où le règlement existe. Pour prendre un exemple, un concierge d'un château du XVIIe siècle, qui garde le château pour ses maîtres qui sont à Paris pendant l'hiver, et qui attend le moment où ils vont arriver. Quand il veut faire couper le bois, il a besoin d'un ordre du maître qui passe par un secrétaire, et ensuite, pour payer la personne qui va couper le bois, il a besoin d'une quittance. Donc vous voyez, là, il y a de l'écrit qui circule. Bon, voilà. Mais évidemment, tout ce travail-là ne se fait pas dans des bureaux, ni bien sûr pour le concierge, mais ni même pour le secrétaire qui est auprès de l'aristocrate. Le secrétaire, il travaille sur une écritoire, il suit son maître, il n'a pas de lieu très marqué. Et ce qui peut sembler être un fonctionnement assez archaïque, en fait, se prolonge très longtemps. Au XVIIIe siècle, voilà, les
les collaborateurs de ministres, ils suivent avant tout leur maître. Donc ils écrivent partout où leur maître a besoin que l'on écrive pour eux. Voilà. Et voilà, un ministre est quelqu'un qui passe sa journée à dicter des lettres à différentes personnes qui sont là. Et je le dis tout de suite peut-être parce que je n'aurai pas le temps d'y revenir, il dicte à des commis, il dicte à des secrétaires, et puis quand il y a un billet urgent à faire partir, il dicte aussi à un valet de chambre. Et ce que l'on entend des valets, c'est-à-dire du personnel domestique assez commun, hein, c'est de pouvoir écrire, de pouvoir porter des messages, c'est-à-dire de pouvoir en réalité réaliser une partie de ce que nous, nous considérons comme le travail bureaucratique, comme le travail de bureau. Je m'arrête là peut-être pour qu'on puisse faire circuler la parole. Alors, si on suit l'ordre chronologique, donc je prends la suite de Nicolas. Et donc, pour ma part, vous l'avez peut-être noté quand Jean-Marc m'a présenté, j'ai aussi travaillé sur un terrain qui vous paraît peut-être pas a priori le plus à même de s'intéresser à l'histoire des bureaux, puisque j'ai travaillé sur la cour de France au XVIIIe siècle, et notamment en fait sur l'administration, et elle était dénommée comme telle, qui se chargeait d'organiser matériellement les fêtes et les cérémonies de cour. Et donc l'idée, c'était bien de réfléchir au processus de bureaucratisation de la monarchie qu'on a longtemps qualifiée d'administrative, en prenant comme terrain ce qui est le plus caractéristique, mais aussi souvent considéré comme le plus archaïque dans le système monarchique, c'est-à-dire la cour. Et donc ça, c'est aussi les pas de côté qui ont été effectués ces dernières années, c'est de s'intéresser au bureau là où on ne pensait pas qu'il y en avait, ce qui permet de réfléchir à la nature de ces bureaux. Et donc, pour vous donner deux exemples, je commencerai par un exemple à propos de cette administration qui avait un très joli nom, les menus plaisirs du roi. Eh bien, au XVIIIe siècle, cette administration, dont les origines sont médiévales, conceptualise le besoin de réunir en un même lieu l'exercice de ces différentes tâches. Et donc, s'impose l'idée que pour gérer le personnel de cour, pour encadrer le travail des artisans qui fabriquent les décors pour les fêtes de cour, pour gérer les nombreux objets, décors qu'elle a à sa disposition, eh bien, il faut non seulement des écrits, parce que ça existe depuis le Moyen-Âge, mais il faut des bureaux où on produit ces écrits, et il faut que ces bureaux soient près des objets sur lesquels on agit pour créer ce décor. Et donc, paradoxalement peut-être, mais c'est assez logique si on réfléchit à ce qu'est l'État monarchique, eh bien, c'est pour les institutions curiales, en fait, qu'on édifie parmi les premiers hôtels bureaucratiques à Paris. Pour les menus plaisirs, ça a disparu, mais celui du garde-meuble est bien connu, puisque c'est aujourd'hui l'hôtel de la Marine. Donc, on configure en fait des nouvelles manières de travailler et de mettre en relation différents types de tâches et donc des procédures de contrôle par écrit, avec la mise en place de chaînes documentaires, c'est-à-dire de production d'écrits qui s'enchaînent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les écrits préalables pour en produire d'autres, pour produire de l'information par le croisement de ce qui commence à être pensé comme des données. Et donc, on a besoin de toutes sortes d'instruments, ensuite écrits, pour se repérer dans les écrits qu'on a produits. Donc, l'écrit pousse à toujours produire plus d'écrits. Et donc là, si on s'intéresse, ce sera mon dernier exemple que j'évoquerai très rapidement pour laisser la parole à mes collègues. Eh bien, si on s'intéresse au contrôle général des finances, donc là, on est peut-être en terrain plus familier pour l'histoire des bureaux, eh bien, on trouvera à la fois des dossiers. Alors, même l'historien doit parfois être vigilant parce que les dossiers que nous avons dans les mains ne sont pas toujours ceux qui avaient été constitués au XVIIIe, mais des dossiers qui ont été reconstitués par les archivistes.
Mais disons on a tout de même des ensembles qui sont des dossiers qui permettent de réunir, à propos d'une même affaire, les différentes étapes de l'instruction de cette affaire et de la préparation d'une décision. Et à côté de ces dossiers, on va donc avoir des instruments de suivi de la production et de la validation de ces écrits, qui peuvent aussi être des instruments de recherche pour se repérer dans les massifs d'écrits qui sont conservés dans les bureaux. Et on trouve par exemple, toujours donc pour le contrôle général des finances, des répertoires extrêmement structurés, avec des tableaux très travaillés à la fin du XVIIIe, qui permettent de classer en fait les arrêts du Conseil, c'est-à-dire les décisions prises dans l'instance centrale de délibération et de décision qu'est le Conseil du roi, avec donc tout un système de repérage, de datation, d'identification de l'intendant du commerce ou des finances qui a préparé en fait la décision en amont de la réunion du Conseil, et également toutes sortes de colonnes qui permettent de suivre le parcours en fait de la décision après pour les différents niveaux de signature. Merci Pauline. Peut-être qu'on laisse la parole à Olivier. On va continuer sur... Bien sûr, avec plaisir. On a l'habitude en général de considérer que la Révolution est véritablement une rupture entre un avant et un après, entre un ancien régime et un nouveau régime. En ce qui nous concerne ici, c'est à la fois vrai et faux, en ce sens que d'abord il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux à la fin du XVIIIe, qui continuent, pour des raisons assez évidentes, ne serait-ce que parce qu'ils ont la compétence pour le faire, de travailler dans les bureaux du début du XIXe ou de la période révolutionnaire. Ce qui change en quelque sorte, c'est l'échelle, dans la mesure où on va avoir une... Alors, bureaucratisation, le terme est évidemment ambigu, mais une augmentation du nombre de personnes, une mise en administration encore plus aboutie et à une échelle légèrement différente, celle de l'espace français. J'en profite pour rappeler que pendant la période révolutionnaire et a fortiori impériale, l'espace français se dilate de façon assez hallucinante. Ça va de Hambourg jusqu'à Rome. Et donc il y a des pratiques qui ont besoin d'être finalement répliquées et identiques à peu près partout pour justement que l'administration soit possible dans ce cadre-là. Et on a donc des modèles qui vont véritablement être mis en œuvre pour faire simple, partir du centre et aller vers la périphérie pour essayer d'organiser un petit peu d'une façon identique. Alors on pourrait dire cohérente, mais cohérente seulement pour ceux qui les produisent, enfin en tout cas les mettent en œuvre, et pour essayer d'organiser tout ça. L'autre dimension qui me semble intéressante pour la partie du 19e qui me concerne ici, c'est la représentation, en tout cas, de l'administration et de la pratique ordinaire des bureaux comme un élément de continuité au long cours, dans un siècle qui ne cesse de se renouveler. Je rappelle que tous les 15 ans, on a une révolution en France. Et que ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Alors, problème de légitimité, problème d'organisation, mais heureusement, même si c'est une vision un tout petit peu simpliste des choses, il reste le cœur ou le corps de l'État et qui va s'organiser au fur et à mesure et qui va rester en place. Alors ça pose des problèmes aussi en termes de quelle est la place ce qu'on n'appelle pas encore complètement un fonctionnaire. Est-ce que le fonctionnaire sert l'État ou est-ce qu'il sert un régime? Comment est-ce qu'il organise son travail? Ça donne lieu également à des petites dimensions presque rigolotes sur le plan documentaire. C'est que la plupart des documents de tout le 19e sont avec, comme aujourd'hui, des en-têtes. Des en-têtes qui renvoient au régime, ou des en-têtes qui renvoient à la personne du souverain. Sauf que d'une semaine sur l'autre, à des moments un peu clés, vers 1830, vers 1848, vers 1852, vers 1870, le document, le papier en tête devient obsolète, parce qu'il n'est plus valable. C'est la même personne qui signe, mais ça va modifier le rapport au document, non pas sur ce qu'il permet de faire, mais sur sa présentation et son poids, en quelque sorte, administratif, puisqu'il passe il change de format, il change d'organisation. On le revoit également avec les formules de politesse, ou avec les adresses.
Il y a des documents où on va parler pendant la Révolution, la formule de politesse sera « salut, fraternité » ou la liberté ou la mort », mais c'est plus du tout opératif ou plus du tout permis ou même pensé 10, 15, 20 ans plus tard. On aura des choses qui seront beaucoup plus je suis votre excellence, votre serviteur le plus dévoué. Et on retrouve des éléments qui finalement sont des héritages des siècles passés. Et donc on est sur une organisation qui est légèrement différente, qui prend en compte les éléments de contexte et qui essaie de les renouveler tout en essayant d'assurer une forme de continuité du service de l'État. Et puis on va avoir, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu avec la mise en bureau et le travail sur les documents, des formes de documents légèrement différentes, donc des choses qui seront plus imprimées, on y reviendra un petit peu plus tard, et puis également une gestion du personnel qui devient complètement différente parce qu'en termes de volume, le nombre de personnes qui vont travailler dans les bureaux est beaucoup, beaucoup plus importante au 19e que ça ne l'était au 20e. C'est la poursuite du processus, mais on change d'échelle en termes de territoire, et on change d'échelle en termes de modalité d'administration du territoire ou de l'État. Voilà, alors je vais continuer dans notre chronologie. Nous descendons le grand fleuve du temps bureaucratique pour le XXe siècle. Et donc, pour répondre à la question qu'a posée Jean-Marie Veller sur qu'est-ce qu'on trouve sur les bureaux au XXe siècle. Alors, je pense d'abord qu'il faut entrer dans l'espace administratif. Donc, en partant d'un peu plus loin, j'arriverai jusqu'au bureau, mais je voudrais souligner l'importance de l'architecture administrative. Donc, on a l'hôtel de préfecture, la préfecture, mais on a l'hôtel des finances, qu'il s'agisse des impôts ou du trésor public. Donc, il y a déjà un décor administratif qui a une économie particulière, la géométrie, la rectilignité, des espaces de circulation ou d'accueil, le guichet, les couloirs, les enfilades de couloirs, jusqu'à Bercy par exemple, mais j'y reviendrai peut-être. Quelque chose aussi d'assez austère et anonyme. D'ailleurs, on pourrait faire une comparaison intéressante entre la préfecture, plus exubérante, et un hôtel des finances. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, on entre dans le bureau. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce bureau? Alors, sans doute qu'il faudrait distinguer entre les bureaux centraux, parisiens, qui portent la marque du pouvoir et qui, donc, ont des décors particuliers. Alors, c'était particulièrement vrai au ministère des Finances, rue de Rivoli, puisque la République s'est glissée dans les habits du Second Empire et qu'elle en a adopté les codes. C'est-à-dire, par exemple, la référence impériale vert et or pour les tissus des fauteuils et des rideaux ou des rideaux de bibliothèque, les petites bibliothèques qu'il y avait dans chaque bureau. Le style aussi empire pour les armoires en acajou, pour les bibliothèques, je reviendrai. Le bureau plat, qui sont toutes des copies, sauf quand c'est celui de Cambacérès pour Monsieur Charras. Mais en fait, de haut en bas de la hiérarchie, on va retrouver pour les cadres ce bureau plat, les lampes bouillottes, alors 1, 2 ou 3 bras de lumière suivant son grade. Donc un décor administratif, une hiérarchie dans le mobilier qui dit quelque chose à la fois du prestige, de l'autorité et du rang hiérarchique. Donc ce décor administratif, il est très luxueux quand on est rue de Rivoli, il l'est moins dans les hôtels de province, dans les services des impôts ou de la comptabilité publique. Mais néanmoins, il y a toujours l'idée que le décor dit quelque chose de la puissance publique et de l'argent, puisque dans le cas des finances, on manie encore au début du XXe siècle de l'argent, des espèces aussi, et ça c'est important. Donc, avant même, vous voyez, de regarder ce qu'il y a sur le bureau, il y a un décor qui est fait pour impressionner, un décor qui est fait pour dire quelque chose du travail. Et ensuite, on arrive dans le bureau lui-même, où là, on voit, si je prends toujours le décor parisien, eh bien, le sous-main en cuir, la boîte à courrier, toujours en cuir, imitation empire, etc., qui déjà occupe aussi le bureau et puis empile les dossiers, et j'y reviendrai.
Donc ça, c'est par exemple pour ce qui concerne le ministère des Finances, ça a duré depuis la Commune jusqu'aux années 80, 1980. Et les changements n'ont pas tellement eu lieu dans ces bureaux. Ils ont eu lieu soit dans les étages supérieurs pour les employés, pour les agents de rang subalterne, ou alors ça a été dans les services dits extérieurs, c'est-à-dire dans les régions où on a vu, lors de la modernisation des années 60, arriver des meubles spécialement faits pour le travail de bureau, ce qui n'existait pas avant. La bibliothèque est un meuble pour un cadre. Il y aura des livres, des recueils, des codes. Le meuble à tirette vert de gris, avec ces gros tiroirs, avec un classement organisé, alphabétique, des dossiers, des étagères qui sont thématiquement occupées. Voilà, c'est ce qui arrive avec l'archivage et puis le tri, et puis une certaine organisation scientifique du travail qui a démarré dans les années 30 et qui va s'épanouir grandiosement dans les années 60. Donc en fait, cette époque impériale qui nourrit tout jusqu'au XXe siècle la représentation du pouvoir administratif, un début de modernisation métallique des années 60, et puis la grande rupture de la construction de Bercy, qui introduit à la fois d'autres types de mobilier, d'autres organisations des espaces, d'autres organisations du travail. Donc ça mène à mon troisième point, c'est la question des méthodes et des gestes. Au début du XXe siècle, en effet, on est encore à la dictée et à la recopie de l'Ancien Régime. Ça n'a pas bougé. Et même, on y met un point d'honneur. La note rédigée à la plume en 1921-1925, avec des ronds et avec des pleins et des déliés, ça fait partie de la norme du travail bureaucratique. Il faut savoir bien écrire. Et ça fera d'ailleurs partie des critères de recrutement. Donc la dictée, très importante, ça c'est le cadre administratif qui dicte à, en effet, son secrétaire ou à son adjoint, etc. Et puis apparaissent, à partir des années 20, ce qui va encore avec la dictée. Ce qui explique qu'on va dicter très longtemps, c'est l'apparition, en effet, du pool dactylographique. Donc, le supérieur hiérarchique dicte, le secrétaire ou l'adjoint prend à la main, et ensuite, c'est tapé jusqu'à plus d'une dizaine de fois, tapé, retapé et encore retapé, dans le pool dactylographique. Or, le pool dactylographique, c'est une innovation majeure. D'abord, parce que ça veut dire qu'il y a des machines. Deuxièmement, il y a une concentration d'agents très importante dans la production d'écrits administratifs. Et troisièmement, ce sont des femmes. Trois raisons qui pointent des changements majeurs dans le travail administratif, l'administration et la répartition des tâches, la division des tâches. Donc l'apparition, au cœur de ces changements, l'apparition de la machine, il faut que je m'interrompe. L'apparition de la machine, donc on passe de la machine dactylographique, la machine à écrire, et aux finances très très lentement. Il faudra un siècle pour arriver à l'écran d'ordinateur, et il n'y a pas tellement de demi-mesure, il n'y a pas tellement d'autres instruments avant les années 80 dans les bureaux, en tout cas dans les bureaux centraux. Enfin, je m'arrête là. Merci Florence. On va continuer. C'est juste deux réactions qui m'étonnent par l'effet en fait de juxtaposition comme ça des périodes différentes. Avec Nicolas, on a l'impression d'un monde évidemment où rien n'est stabilisé et du coup tout est un peu, tout circule, on imagine des commis qui vont chercher, qui courent après leur maître, on a des objets très portatifs, rien n'a pas la spécificité, la stabilité avec des gros meubles en fonte que nous décrit Florence. Donc on a comme ça une perspective, je trouve ça intéressant. La deuxième chose qui me paraît importante,
important sur lequel vous insistez tous les quatre, c'est que derrière des transformations matérielles ou techniques, il y a aussi des transformations morales. Il y a des qualités auxquelles qui sont attachées aux personnes ou au travail et qui changent. Hein. Évidemment, de la plume à la machine, pour reprendre un peu le titre de cette table et puis le propos de Florence, c'est évidemment pas la même chose. C'est l'attention à la belle écriture d'un côté, et de l'autre, c'est l'attention à la rapidité, à la productivité, à l'efficacité, en fait, parce qu'on est dans une autre grandeur, dans une autre. Alors justement, si on continue cette perspective et si on va un petit peu plus haut que la table, sur cette mise en bureau, sur les métiers, sur la division du travail, sur la construction d'une hiérarchie, sur du secrétaire d'État à la secrétaire dactylo, je ne sais pas si il faut comme ça, mais j'aimerais redonner la parole à Nicolas pour qu'il nous dise quelque chose justement peut-être de ces constructions de métiers dans les bureaux et cette mise en bureau en fait. Je commence juste par réagir à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que de fait, sous l'Ancien Régime, le travail de bureau n'est pas monumentalisé. Voilà. Et ça n'est pas le passage à la monumentalisation n'est pas simplement l'effet de la croissance des effectifs, de la croissance du travail, administratif. C'est vraiment un choix qui est lié à un choix de représentation du pouvoir. Voilà, sous l'Ancien Régime, le pouvoir ne se représente pas, sauf à partir des hôtels du XVIIIe siècle, hein, comme un espace où une armée de gens travaille. Voilà. À partir d'un certain moment, on se met à représenter l'administration, disons l'État, voilà, comme ça, avec une armée de gens qui travaillent dans un cadre strictement hiérarchique. Alors, si on en vient maintenant à la question cruciale du personnel, j'ai essayé de montrer, en fait, que, disons, de revenir sur une histoire de la bureaucratisation qui est une histoire un peu continue, où on voit justement la croissance d'un personnel administratif de plus en plus stable, avec une division du travail de plus en plus affirmée. Alors ça, c'est l'histoire des commis, avec les grands commis qui ont l'oreille du ministre, les grands commis qui restent quand les ministres passent, et puis qui ont sous leur responsabilité une petite armée de plus en plus grosse de commis, qu'on peut appeler qui sont parfois appelés clercs, et qui vont effectuer des tâches de plus en plus désautonomisées en quelque sorte, hein, de plus en plus parcellaires, de plus en plus dépendantes d'une commande par les chefs. Voilà. Alors j'ai essayé de revenir sur cette histoire à partir de cette figure des secrétaires, qui était le personnel le plus commun en fait, hein, auprès des gens de pouvoir. Donc dans tous les lieux de pouvoir, voilà, les évêques avaient leurs secrétaires, les ministres avaient leurs secrétaires, les secrétaires de ministres avaient leurs secrétaires, etc. Bon. Et ce personnel, il a une caractéristique fondamentale, ce sont des domestiques. Voilà. Ces gens-là sont des domestiques au même titre que le valet de chambre. Ils sont gagés, s'ils trahissent leur maître, ils sont traduits en justice et ils risquent gros parce que les crimes domestiques sont particulièrement fortement punis. Ils n'ont pas d'horaire, voilà. Bon. Et ce que l'on voit dès qu'on regarde ce personnel-là, c'est que ce personnel ne disparaît pas avec l'affirmation des bureaux et avec l'affirmation des commis. D'abord, les commis, en fait, pendant très longtemps, c'est largement des domestiques eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que on peut avoir le secrétaire, par exemple, de ministre, qui va avoir une place de commis parce que ça va être bien rémunéré, mais qui en fait continue à faire strictement un travail domestique. Donc il va y avoir comme ça des échanges, et puis de manière générale, les commis restent très dépendants d'un patron. Voilà. Et alors pourquoi ?
Voilà. Pourquoi cette présence dans les administrations d'Ancien Régime et au-delà, je vais finir là-dessus, de cette présence de ce personnel administratif domestique. Bon. Sous l'Ancien Régime, avoir plein de domestiques, ça représente le pouvoir. Voilà. Ça, c'est une première raison. Et comme ça, on a des notations un peu étonnantes comme ça. Voilà, pour être vraiment un homme de pouvoir, il faut se déplacer avec son domestique. Et celui qui figure le plus le domestique de pouvoir, c'est le secrétaire. Et puis alors, il y a une autre raison qui est plus particulière à l'univers de pouvoir, c'est que, comment dire, le couple formé par un maître et son secrétaire, ça autorise, ça permet un certain nombre d'actions politiques, de manières de faire de la politique que l'on ne fait pas de la même manière si on a un personnel qui n'est pas domestique. Voilà, on peut notamment jouer sur l'ambiguïté. Un domestique, il est complètement dépendant, etc. Donc on peut jouer sur l'ambiguïté. Est-ce que le secrétaire à qui on confie un message, il est vraiment dans le secret de son patron ou pas? Donc ça, le couple formé par le maître et par le secrétaire permet un certain type d'exercice du pouvoir. Et peut-être je terminerai là-dessus. En fait, si on a l'œil sur ces questions-là, on voit que ce type de fonctionnement n'a pas complètement disparu de notre monde politique contemporain. Alors, on pourrait remonter au XIXe siècle, où en fait, les ministères, c'est pas une bien grosse administration en fait, et où le secrétaire du ministre est quelqu'un de très important, le secrétaire particulier, donc vraiment attaché à la personne du ministre. Et puis aujourd'hui, on voit que le fonctionnement des cabinets ministériels, dans les cabinets ministériels, donc autour du ministre, autour du grand homme, on a un personnel qui fonctionne beaucoup à la fidélité, qui est recruté le temps d'un ministère, qui va travailler sans compter pour une rémunération qui n'est pas tout à fait, qui est confortable, mais pas tout à fait à la hauteur du travail investi, toute la nuit, etc., sans week-end, bon, mais avec la perspective, tout comme les secrétaires d'Ancien Régime, d'être ensuite recasés lorsque le ministre sera parti. Voilà. Alors, est-ce que, Pauline, vous retrouvez ce modèle Alors, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on est pris entre ce qu'on avait prévu de dire et ce à quoi on veut réagir. Mais je pense que par rapport à cette image du temps qui passe et qui emporte des évolutions, c'est important aussi de brouiller en fait cette image d'une construction linéaire. Et je pense que nos collègues réagiront aussi sur ce point et sur le fait qu'il y a aussi de l'instabilité derrière les tiroirs en fer. Et inversement, voilà, pour nous, il y a de véritables manières d'administrer, de faire la politique à travers un personnel qui est encore souvent un personnel domestique. Et donc, dans mon cas... à moi, si je puis dire, il y avait effectivement cet intérêt de se focaliser sur la cour, c'est-à-dire ce qui est par excellence domestique, et de voir comment pouvait se construire une prise en charge administrative de ce service domestique, avec finalement du coup une différenciation entre les domestiques vraiment domestiques et des commis au service du domestique. Et ce qui est intéressant, c'est le jeu entre invisibilité et invisibilité de ces commis au service des domestiques du roi. Parce qu'à certains égards, ces gens-là, ils sont tout à fait invisibles. Ils n'apparaissent pas, par exemple, dans l'Almanach royal, où vous aurez, en revanche, toute la liste de ces officiers domestiques dont parlait Nicolas, les valets de chambre, les premiers gentilshommes de la chambre, et parfois des charges très modestes, mais qui sont des offices domestiques et qui apparaissent. Alors que le commis des menus plaisirs est peu à peu, en fait, les commis des menus plaisirs, parce qu'on n'a pas de machine à écrire au XVIIIe siècle, vous vous en doutez. Et donc, si on veut produire tous les types de documents dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il faut effectivement
plusieurs personnes qui vont pouvoir travailler dans un temps très long, parce qu'effectivement, tout copier à la main, c'est extrêmement long, et ça, c'est quelque chose qui a duré très longtemps, hein, comme on le disait Florence tout à l'heure, mais dont les modalités de travail aujourd'hui, notre frénésie d'écrit et d'immédiateté de l'écrit, nous a fait perdre la perception. Donc, il y a une forme d'invisibilité de ces commis, à tel point qu'à la fin de l'Ancien Régime, lorsqu'on dit qu'on va réformer le service domestique du roi, eh bien, ce sont les officiers domestiques qui sont visés et qu'on supprime. Mais en revanche, le nombre de commis, le nombre d'employés qui font tourner la machine d'un point de vue matériel et administratif, lui, continue d'augmenter, même après l'instauration de la liste civile et de la monarchie constitutionnelle. Et donc là, on a des bureaux qui, bien sûr, n'ont pas l'ampleur de ceux de la ferme générale qui s'occupaient des impôts indirects, où là, on a des effectifs considérables, 600 personnes à Paris, 20 000 personnes, considérables pour l'époque, 20 000 personnes à l'échelle du royaume. Mais on a quand même, donc dans des domaines d'action qui pour nous sont surprenants, des concentrations de plusieurs dizaines de personnels administratifs. Donc au service, comme je vous le disais, de ces menus plaisirs ou du garde-meuble. Et donc c'est intéressant parce que ça nous rappelle, bien sûr, qu'on dépensait moins pour la cour, infiniment moins que pour l'armée et pour la guerre, pour la marine. Mais en même temps, l'un des premiers postes de dépenses de l'État, c'est la représentation monarchique et c'est la cour. Et pour une bonne raison, eh bien parce que le roi est sacré, il incarne le royaume, et parce que la cour est aussi fondamentalement un espace de connexion avec le reste du royaume. Et c'est bien pour ça que l'administration, la bureaucratisation du travail touche l'organisation de la cour. Et pour terminer, c'est là aussi qu'on va expérimenter face à un certain nombre de critiques des pratiques administratives et d'enregistrement par écrit. Et là, ça a des effets sociaux et politiques très forts, parce qu'à partir du moment où tout ce qui relève de la représentation royale, mais aussi de sa libéralité, eh bien, si on y touche, qu'on le met par écrit, qu'on l'encadre par des règles, qu'une pension, ce n'est plus une libéralité du roi, mais c'est un dossier, eh bien, c'est pas juste un changement de méthode, en fait, c'est fondamentalement un changement d'esprit. Et donc, il faut pas croire que tout s'est joué à la Révolution, en fait. La mise en bureau de la cour a été un laboratoire de la mise en bureau, de l'administration de la grâce royale et la possibilité, du coup, après, de penser autrement les droits individuels. Je rebondirai en confirmant, si j'ose dire, tout ce que Pauline vient de nous dire. Les historiens ont toujours l'habitude de dire que, à la période qu'ils étudient, eux, c'est le moment charnière. Avant, vous faites ça aussi ? D'accord, donc c'est rassurant. La Révolution et vous changez le mot qui vous intéresse, c'est moi. C'est à mon moment qu'il se passe des trucs. D'accord ? Avant, c'était un truc bizarre, malaisé, peu compris, peu documenté, et en fait, il bricolait. Et puis, nous, on a introduit une forme de rationalité, et on a organisé le truc. Florence pourrait dire exactement la même chose, soyons bien clairs. Et vous avez vu que Pauline s'est arrogé mon topo à moi. Enfin, je trouve assez désagréable. Elle m'a un peu coupé l'herbe sous le pied en disant que finalement, c'est au XVIIIe qu'il s'est passé des trucs. C'est faux. C'est évidemment au XIXe que les choses changent, soyons bien clairs. C'est la supériorité éminente du XIXe sur le reste de toutes les périodes du monde. Voilà, donc bon. Et c'était aussi un des éléments qu'on voulait montrer finalement, c'est que en vous proposant quelque chose qui remonterait très haut dans le temps et qui irait très bas ou très proche de nous, montrer les éléments qui relèvent de cette continuité. Maintenant, il y a quand même évidemment des choses qui font que le XIXe est beaucoup plus intéressant que le reste de toutes les périodes
de l'univers. Bien. Mais, encore une fois, ce n'est finalement qu'une espèce de révélation, ou en tout cas mise en lumière d'un certain nombre d'éléments qui sont au préalable déjà en gestation et qui ne sont pas forcément conservés, ou en tout cas observables et objectivables. Mais oui, ce que moi j'observe, en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans l'administration. Bon. Ça, c'est presque quantifiable, parce que, pour le coup, on a des éléments qui permettent de le repérer. Je pense en particulier à des almanachs. Alors, ça existe, et là aussi, il y a une forme de continuité. L'almanach national, chez moi, qui a une petite tendance à bouger. National, impérial, royal, national, impérial, national. Mais en fait, c'est le même modèle que celui de l'almanach royal qui existe depuis très très longtemps et sur lequel mes deux co-intervenants travaillent aussi. Mais moi, j'ai plus de gens. C'est-à-dire que je vois mieux comment c'est organisé en termes de bureau, et je peux mettre des noms le plus souvent sur au moins celui qui est à la tête du bureau, qui s'inscrit dans une division, qui s'inscrit dans une direction, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un peu plus clair, et j'ai un organigramme, en tout cas à un niveau plus rapidement accessible. Maintenant, si on descend dans les archives, on en parlera tout à l'heure, on peut retrouver des dossiers. Ça, on peut retrouver des organigrammes, d'autres organigrammes. L'autre élément, c'est que au 19e, on a un passage entre le recrutement qu'on appellera interpersonnel et qui est celui que nous ont décrit Pauline et Nicolas, où c'est dans la dépendance immédiate de la personne qui vous recrute à quelque chose qui devient plus administratif, entre guillemets, avec des formules intermédiaires. La règle du népotisme, ça marche très très bien au 19e siècle, soyons bien clairs. La règle des dynasties administratives, ça fonctionne parfaitement. On a des gens qui placent leurs enfants, leurs neveux, leurs petits cousins, et on a les traces pour le voir. Ça marche très très bien. Il y a une autre dimension qui apparaît au 19e dans cette organisation bureaucratique, c'est ce qu'on appelle le surnumérariat. Ça, c'est extraordinaire. On va travailler pendant 1, 2, 3, 5 ans, gratuitement. On est surnuméraire par rapport à l'ensemble de l'organisation administrative, en attendant qu'un poste se libère. Et donc on fait un stage, longue durée, gratuit, et on travaille comme les autres, mais on n'est pas payé pour le faire. Et puis la troisième étape, c'est l'introduction progressive du concours. Et là, c'est le gros changement pour le coup. Même s'il y a forcément des formes de recrutement, qui ne sont pas forcément des concours, mais à des périodes antérieures. Chez moi, on va objectiver, on va mettre en place des épreuves pour vérifier des compétences, qui peuvent être de nature diverse. Florence parlait tout à l'heure de la question de la belle main, même s'il n'a pas dit ça comme ça, mais au 19e, c'est un enjeu. Être lisible, savoir utiliser au sens matériel la plume. Mais en fonction du bureau ou en fonction de l'administration à laquelle on est rattaché, avoir des compétences techniques. Par exemple, j'ai travaillé sur la Banque de France, comment est-ce qu'on calcule un crédit, un escompte? Est-ce qu'on ne se trompe pas dans l'arithmétique? Et donc ça, c'est des éléments qu'on va évaluer et qu'on va pouvoir objectiver. Et puis il y a des gens qui ont le concours ou qui sont recrutés parce qu'ils ont une bonne note, et puis des gens qui ne sont pas bons. Et ça, c'est évidemment un point important. Il y a également une autre dimension importante, c'est qu'on va passer, en termes de terminologie, de ce qu'on avait appelé les employés à ce qu'on va appeler les fonctionnaires. Et ça, c'est un changement de paradigme, parce que finalement, on va caractériser en termes de corps, même s'il n'y a pas de statut, il ne faut pas faire de l'anachronisme, hein, mais on va avoir cette idée-là qu'on va avoir des fonctionnaires, des gens qui sont des agents de l'État. Et ça devient une spécificité, entre guillemets, du 19e, même si, en même temps qu'on voit ces fonctionnaires arriver, on commence à décrier leur nombre. Trop de fonctionnaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui. Depuis 1850, vous trouverez des traces disant qu'il y a trop de fonctionnaires en France, qu'il faut couper. Mais ça existait avant? Eh ben oui, donc voilà. Encore que, voilà, c'est surtout au 19e, hein, c'est bien clair. L'autre élément, c'est que puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, il faut les gérer. Et pour moi, me semble-t-il, l'un des grands éléments, c'est l'invention de ce qu'on appellera aujourd'hui la GRH, la gestion des ressources humaines. Dans la mesure où ils sont nombreux, il faut pouvoir organiser leur carrière, leur mutation, leur promotion,
Et donc on a dans les ministères une direction du personnel qui structure tout ça, et ça devient un savoir-faire spécifique. Même si, évidemment, ça existait avant, mais là on est encore une fois à une échelle différente. Et puis le dernier point sur lequel j'aimerais insister avant de laisser la parole à ma voisine, c'est que ça génère évidemment des dossiers individuels. Ça, c'est pour nous une source tout à fait intéressante parce que ça permet de suivre les gens. Dans ces dossiers, on va trouver quelque chose qui est assez particulier et qui renvoie à la dimension personnelle aussi, c'est le serment. En 1789-91, on introduit un serment politique, c'est-à-dire que le fonctionnaire, pour pouvoir exercer ses fonctions, doit prêter serment de fidélité au régime. Le problème, c'est que le régime change. Et donc, on a parfois une sédimentation de serments. Ils sont toujours prêts à prêter serment au nouveau régime. Pour illustrer ça, je vous renvoie à la phrase sans doute apocryphe de Talleyrand, qui dit « Je n'ai qu'une parole, c'est bien la raison pour laquelle je suis obligé de la reprendre. » Je fais comme je peux. Il faut que je continue à travailler. Et pour finir, je renvoie au pendant, ou en tout cas au miroir du serment politique, qui est la question de l'épuration administrative. Dans la mesure où, à partir du moment où on est attaché à un régime et qu'on décide d'y rester fidèle, eh bien, on ne reste pas en place. Et donc, il y a, en 1815, tous les napoléoniens ou les suppôts de Bonaparte qui sont virés. En 1830, tous les suppôts de la monarchie restaurée et de Charles X qui sont virés. En 1830, tous ceux qui ne se rallient pas à Louis-Philippe qui sont virés. En 1848, tous ceux qui ne sont pas républicains qui sont virés. En 1852, tous ceux qui ne sont pas impériaux sont virés, et ainsi de suite. Et puis il y a tous ceux qui font la totale, ils cochent les cases, ils ont la carte de fidélité, et ils arrivent à faire une carrière relativement longue pour arriver tout le temps en place. Et ça pose donc la question aussi de la place de la continuité de l'État versus la succession des régimes au XIXe siècle. Alors, comme le long XIXe siècle, c'est vraiment prolongé dans le XXe siècle, moi, je ne vais pas dire que le XXe siècle, il y a eu beaucoup de ruptures. Je vais commencer par dire qu'au début du XXe siècle, si on se situe soit à la veille de la Grande Guerre, soit au lendemain, en fait, l'organisation des bureaux et des personnels, elle est vraiment héritée du XIXe siècle. Donc, par exemple, il y a, Mathieu a parlé des surnuméraires, mais ils se poursuivent jusque dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Ils vont changer de nom. Il y a les surnuméraires dans l'entre-deux-guerres, mais après, il y a les auxiliaires. Et puis, on a encore une terminologie quasiment d'Ancien Régime, puisqu'il y a les commis. On peut être second, premier commis, avec un grade. Et puis, on va avoir une organisation aussi par corps ou par cadre. À l'époque, on appelle ça des cadres. Donc, par exemple, celui des rédacteurs, qui là aussi existe au XIXe siècle sous la Troisième République, et se poursuit très très tard dans le XXe siècle jusqu'à en fait la création de l'ENA. Donc des corps, des cadres, une hiérarchie extrêmement à la fois codée, mais aussi organisée par un avancement, par des carrières, par des concours internes ou externes. Donc toute une organisation à la fois du recrutement mais aussi des personnels. Une hiérarchie aussi, d'encadrement. Donc on est d'abord rédacteur, puis sous-chef de bureau, puis sous-directeur, puis chef de service, puis éventuellement directeur si on a la faveur politique. Donc des choses qui sont extrêmement normées, hein, c'est au mois près, l'ancienneté. On est inscrit au tableau d'avancement. Donc, un ensemble de pratiques extrêmement travaillées qui donnent lieu, comme l'a dit Mathieu, à une gestion qu'on n'appelle pas encore ressources humaines, mais bien sûr des personnels. Derrière ces procédures d'organisation du travail, de la hiérarchie, il y a sans doute plusieurs modèles. Est-ce que c'est le modèle de la ferme générale dont on a parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est le modèle de l'armée? Une sorte d'administration civile qui se constitue sur le modèle militaire. Bon, ça, je m'avance pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la Grande Guerre, le modèle du chef, qui là est décalqué en très grande partie de l'armée, est très présent. C'est de la réflexion sur le chef et sur l'encadrement. C'est extrêmement important. Mais
en dehors de cette question du modèle, je pense qu'il y a une question intéressante aussi, c'est celle des savoirs qui est derrière. S'il y a différents grades, différentes responsabilités, différents métiers, derrière, il y a des savoirs notamment juridiques, avec la complexification et l'expansion du droit qui fait la contexture de l'administration française, la loi, le règlement, la circulaire, etc. Donc il y a des savoirs, mais il y a aussi des savoir-faire, bien écrire, ou bien taper à la machine pour une dactylo, ou faire éventuellement un très beau tableau de chiffres. Et il y a aussi des savoir-être. Donc, un chef de bureau, ça ne se comporte pas comme un commis. Et évidemment, un sous-directeur, il a tous les attributs du pouvoir avant, tout en rêvant de devenir directeur lui-même. Donc, de ce point de vue-là, voilà, il y a aussi cette question des personnels, elle est multiforme et elle va poser au XXe siècle la question du statut, puisque nous allons avoir dans l'entre-deux-guerres toute cette réflexion juridique, et sociale et sociologique, morale aussi, sur le statut du fonctionnaire qui sera acquis en 1945. Toute cette, j'allais dire, élaboration assez sophistiquée sur les personnels, qui va pas simplement de l'emploi, mais jusqu'aux retraites, puisque les agents administratifs publics ont été les premiers à bénéficier d'une retraite, eh bien, ça va avoir une influence sur le reste de la société. Moi, j'ai travaillé un petit peu pour l'extrême fin du XXe siècle, enfin, pour le XXe siècle post-45, sur l'influence de l'entreprise sur l'administration publique. Eh bien, moi, je pense que l'administration publique, qui est constituée, comme l'a dit Mathieu, extrêmement tôt, elle a eu des influences. Alors, sur les entreprises, je me risque à dire que pour les administrations financières, c'est sur les banques, les caisses d'épargne et certaines bureaucraties privées, notamment financières. Le modèle des administrations financières de l'État a certainement joué, par exemple, la création des inspections. C'est un exemple que je pourrais donner. Donc, cette question du modèle administratif est très prégnant et il court encore, il est encore en vigueur aujourd'hui. Enfin, les acquis du XIXe siècle, à part la création de l'ENA, déjà débattu dans l'entre-deux-guerres, en fait, on vit sur un héritage juridique extrêmement lointain, ce qui ne veut pas dire immobile, parce que, évidemment, cette question, on n'a pas du tout parlé de ça, mais ces personnels, de plus en plus nombreux, qui donnent lieu à une gestion, eh bien, ils ont des conflits, et donc les mouvements sociaux sont extrêmement importants après, dans les années 20, dans les années 30, évidemment au moment du Front populaire, mais on pourrait dire 45, 47, 53, enfin cette succession de très grandes grèves de fonctionnaires, et je ne parle pas des années récentes, montre bien que ce monde, il est à la fois très codé et structuré, hiérarchisé, fixé, et en même temps il craque en quelque sorte par intermittence parce qu'il est très conflictuel. Je m'arrête là. Eh ben, merci beaucoup pour cet exposé. Là encore, hein, c'est quand même assez fascinant, hein, je trouve, cette mise en perspective à travers des périodes qui sont très très différentes. Par exemple, quelque chose qui me paraît tout à fait important et que vous avez en commun, c'est quand même la question, alors je vais redire les mots, la question morale, mais enfin la question de la confiance, elle est tout à fait centrale dans la construction de l'homme de bureau, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse lui faire confiance. Alors évidemment, on voit bien que la manière de construire, d'élaborer cette confiance repose sur des modèles et des agencements différents, hein, évidemment selon les périodes, mais c'est quand même une question très forte. Alors, moi, je me disais, en silence, dans ma tête, mais pour pouvoir mettre en bureau comme ça des métiers, construire des métiers, des expertises, on doit s'adosser à des savoirs qui sont en train de se construire. Vous avez évoqué la gestion des ressources humaines, disons le management, une science des organisations apparaît forcément. À partir du moment où il y a plein de bureaux et plein de gens dedans, et qu'il y a des problèmes de confiance qui se posent, on s'aperçoit que quand même, il y a certaines procédures qui marchent mieux que d'autres, il y a des modalités du contrôle du travail
qui sont plus ajustés que d'autres? Est-ce qu'il faut faire des serments? Comment y recruter? Enfin, vous voyez, c'est plein de questions. Et il y a une histoire de ces savoirs, j'imagine. Alors, on a évoqué le management, mais les sciences des organisations, mais on pourrait peut-être penser aux sciences camérales, ou pour des périodes plus anciennes. Donc, je me demandais si vous aviez, si vous rencontriez, si vous aviez quelque chose, vous pouviez dire un point dessus, mais pas maintenant, mais à cette occasion de réfléchir sur les sources. Peut-être que ça, c'est peut-être un moyen de... Parce que c'est quand même un gros défi. Comment l'historien... Enfin, c'est une question que le sociologue vous pose, parce que le sociologue, il est très embarrassé pour décrire le travail de bureau. Et je trouve que l'historien, pour restituer depuis les archives ce travail... j'imagine qu'il y a plein de difficultés, plein de questions qui se posent, et peut-être que je vous invite à ce que chacun puisse revenir peut-être sur ces points d'attention qu'il a fallu mener, peut-être les habiletés aussi qu'il a fallu trouver pour pouvoir faire parler en fait les archives et finalement restituer ce travail du bureau compliqué quand même à décrire. Alors peut-être Nicolas ou pourquoi pas. On change. Ah mais oui, on va changer. Vous avez tout à fait raison. On va changer. Pardon. Donc sur peut-être 2 points. Donc j'ai fait allusion tout à l'heure au fait que l'administration française était vraiment construite sur le droit comptable, droit budgétaire, droit civil, droit administratif, droit constitutionnel éventuellement. Mais ce qui est intéressant au XXe siècle, et ce sera mon premier point, c'est que ce droit qui est dominant jusque dans les années 50, il va être concurrencé et ébranlé par l'apparition, en effet, d'autres sciences de gouvernement, en tout cas, par exemple, finance, comme d'abord l'économie. Donc, vraiment, le droit va être bousculé et ébranlé par l'économie, d'abord macroéconomique, dans les années 50-60, puis dans les années 70 par la microéconomie. Donc, la question des coûts, des services, des politiques publiques, etc. Et puis aujourd'hui, je dirais que c'est la gestion qui est venue à la fois percuter cet ensemble et puis l'envelopper, le napper en quelque sorte. Donc avec ce conflit toujours entre droit et gestion. Donc ça serait repérer en fait dans les archives l'arrivée de ces chocs de sciences de gouvernement. Ça, c'est vraiment intéressant. On passe d'une administration dans les années 30 où, en effet, le code, le règlement, la circulaire, les articles de loi, les décrets-lois, les ordonnances, c'est massif. Et puis, dans les archives, donc là, j'en viens à des choses plus concrètes, et ça sera mon deuxième point, eh bien, on voit apparaître des additions, du comptage, on dénombre, on fait des tableaux à double entrée. Ça, on le voit très bien, par exemple, en annexe des circulaires budgétaires des années 50. Il n'y en a pas avant, dans les années 30. Donc, on voit arriver des nouveaux, à la fois des nouvelles expressions écrites, mais aussi chiffrées, qui n'existent pas et qui disent quelque chose qui se passe au niveau des sciences, mais qui s'incarne dans la contexture d'un dossier. Voilà, donc moi j'ai travaillé là très très récemment sur les archives de la période d'Édouard Balladur. D'abord, il n'y a toujours pas de machine à calculer à la direction du budget en 1986. Toutes les additions sont faites à la main. Toutes, je les vois. Ils comptent des fonctionnaires. Ce qu'expliquait Mathieu, eh bien, il n'y a pas une machine à calculer. Ils comptent à la main. Je parle du chef de bureau qui est chargé de dénombrer le nombre de fonctionnaires dans tel ou tel service pour faire des économies qui n'arriveront pas en fait. Mais et donc c'est fascinant. Mais en même temps, à côté, il y a une note par contre de l'INSEE, de l'ADP, direction de la prévision, qui est en train de chiffrer à l'échelle macro étatique le coût des services. Donc on a la coexistence de méthodes du 19e siècle, je compte à la main et je fais une addition à la main. De temps en temps, il se trompe, donc il rature et donc il corrige sa colonne.
Et à côté, voilà quelque chose qui est sorti des gros ordinateurs de la direction de la prévision à l'époque pour le coût des services. Et ça coexiste dans le dossier. Et on est en 1986. Un peu terrifiant, mais fascinant. Ouais. Au 19e, ça marche beaucoup mieux, hein, soyons bien clairs. Parce qu'on sait bien compter à deux têtes, on sait faire une addition efficace, beaucoup mieux. Bon, alors, moi aussi j'ai des gribouillis, hein, soyons bien clairs. J'ai plein d'à côté, et c'est souvent intéressant, hein, parce qu'on a le document d'archives ou le dossier tout beau, tout propre, et puis à côté, on a, ou à l'intérieur, ou en marge, des éléments qui rendent compte de la vie quotidienne, de la vie matérielle, de la vie effective du bureau, de voir la mécanique en marche, c'est les rouages qui tournent, et on les voit s'organiser. Au-delà, il y a deux grands champs, me semble-t-il, en termes de sources qui méritent qu'on s'y arrête un instant. Il y a d'abord toute l'action effective de chacun des ministères ou de chacune des administrations. Et pour le coup, il y a une mise en archive qui est beaucoup plus efficace parce que on invente au début du 19e siècle, ce qu'on appelle les séries archivistiques, donc le cadre de classement, et ça permet une espèce de translation quasiment en temps réel, même si c'est avec une temporalité qui est évidemment variable, du bureau à la cave ou le grenier, puis au service compétent, les archives nationales. Et donc ça veut dire qu'avec un peu de chance, si on sait qui est le service producteur, pour nous, on peut remonter le fil, on tire la pelote, et puis il y a un cadre de classement, il y a une arborescence qui permet à peu près de s'y retrouver, et massivement, on a des dossiers qui sont le traitement du dossier, qui sont la façon dont on prend la décision, ou qui sont la décision elle-même parfois. Parfois, on n'a que le résultat et pas la mécanique de la décision. Mais on a tout ça, et c'est des volumes qui sont très très importants, hein, parce que au 19e, le papier, alors, évidemment, ça existait avant, hein, si on est bien clair, mais on en fait un usage beaucoup plus massif, on écrit beaucoup plus, on administre presque tout, et donc on a des traces de beaucoup de choses sur un champ d'action du gouvernement ou de l'État qui tend à s'élargir aussi, hein. Quelques ministères au début, et puis plus de ministères au milieu, et encore plus de ministères à la fin, parce que les missions de l'État tendent à s'élargir, et donc tout ça est administré. Ça, c'est le premier gros morceau. Le deuxième, c'est tout ce qui relève des dossiers eux-mêmes du personnel, parce que ça, on en a beaucoup plus que pour les périodes antérieures, parce qu'il y a un traitement de la carrière, parce qu'il y a un traitement de la retraite, c'est ce que tu disais, mais en 1823, le ministère des Affaires étrangères est le premier à mettre en place un système de retraite formalisé pour ses agents. En 1853 est votée une loi de retraite des fonctionnaires, avec un prélèvement sur chacun des salaires. Donc c'est structuré, c'est administré, c'est organisé. Et donc on a des dossiers de personnel qui permettent de suivre la carrière des bons hommes dont j'ai retrouvé le nom dans les almanachs. Avec un peu de chance, je peux reconstituer toute leur carrière. Et à l'intérieur de ces dossiers, il y a ce qu'on appelle des états de service, qu'on appellerait nous des CV, et qui sont régulièrement remis à jour parce que pour obtenir une promotion, il faut avoir dit ce qu'on a fait depuis la dernière fois. Et donc on a comme ça des éléments qui permettent finalement de reconstituer l'almanach ou l'annuaire des agents qui travaillent. Alors surtout au niveau supérieur, un petit peu intermédiaire, et plus on descend, et plus c'est difficile. Et puis on a, pour finir, et je m'arrêterai là, des lacunes, c'est-à-dire des manques totaux, des manques absolus. Le cas le plus évident étant celui des finances. En 1871, c'est la semaine sanglante de la Commune. C'est l'incendie d'une partie de Paris. Dans cet incendie, il y a le ministère des Finances, et là on revient sur la monumentalité, il y avait un hôtel spécifique. L'hôtel brûle intégralement. On sauve un truc, c'est le grand livre de la dette publique, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne plus savoir à qui on doit de l'argent. Ça pourrait être pratique, hein, mais non. Et on sacrifie au moins pour partie tous les dossiers administratifs. Et donc moi je sais que pour le début du 19e ou le milieu du 19e, des années 30 aux années 50, ou des années 70, j'ai quasiment que des noms et plus de dossiers, parce qu'ils ont tous brûlé. Et donc là on est sur ce qu'on appelle une lacune archivistique. Je ne peux rien trouver. Et de la même façon, j'ai une partie des travaux ou des actions ou des décisions qui sont prises par le ministère qui ont disparu dans les flammes. Et donc là, je finis vraiment par ça. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de trouver un moyen de contourner l'obstacle ? On va chercher
la correspondance du ministère, non pas au départ, mais on le trouve à l'arrivée. Dans tous les ministères, il y a de la correspondance avec le ministère qui paye, le ministère des Finances. Et donc on a la lettre que le ministère des Finances a envoyée au service du ministère de l'Agriculture, des Transports, des Travaux publics, ainsi de suite. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas toujours ce qu'on aimerait, mais c'est la seule chose qu'on dispose. Alors, surtout, il faut que vous vous réjouissiez qu'on n'ait pas invité de collègues médiévistes qui auraient expliqué que on tenait déjà des comptes et on produisait des écrits extrêmement sophistiqués au Moyen-Âge et bien sûr aussi en Mésopotamie. Donc, en fait, ce à quoi il faut aussi, et je le dis sans ironie, hein, donc ce à quoi, en fait, il faut s'interroger, c'est pas forcément une hypothétique naissance de la bureaucratie, en même temps qu'on ne peut pas non plus nier qu'il y ait des formes d'organisation spécifiques qui se sont cristallisées, bon, peut-être autour du XVIIIe siècle, qui sont tout à fait... voilà, je me mets pas en danger. Donc on peut pas le nier, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des configurations du travail et de la production documentaire qu'on peut retrouver dans la longue durée. Et donc on peut déplacer la question et en fait s'interroger sur les objectifs et les usages qui sont visés. Et en fait, on peut retrouver aussi des documents qui se ressemblent par la forme dans le temps très long, mais qui n'ont pas en fait du tout les mêmes usages aux différentes époques que nous considérons. Et donc moi, typiquement, pour en venir à cette question des sources, très souvent on me demandait, voilà, des curieux de mon sujet ou des collègues, bon mais alors est-ce qu'ils dépensaient vraiment beaucoup ? Parce que je travaillais essentiellement sur des comptabilités, sur cette administration des menus plaisirs. Et très souvent, tout d'un coup, je réalisais que ce n'était pas du tout la question que moi je me posais et que visiblement elle était à la fois omniprésente et complètement évacuée pour ceux qui tenaient ces comptes. Elle était omniprésente parce qu'au XVIIIe siècle, vous le savez bien, la monarchie est très endettée et donc il y a une obsession des économies à combiner avec la manifestation glorieuse de la monarchie. Donc c'est compliqué de tenir les deux bouts. Mais en même temps, ce n'est pas la question et ça n'est certainement pas la question dans les documents sur lesquels moi je travaillais, qui sont des comptes, mais qui ne sont pas des comptes de gestion. Ce ne sont pas des comptes de trésorier. Ce sont des comptes administratifs qui visent avant toute chose, en fait, à régulariser les autorisations de faire ces dépenses. Et donc l'enjeu, c'est beaucoup plus un enjeu de pouvoir sur qui va autoriser ces dépenses somptuaires. Et donc là, on voit bien que nous, ce qu'on va chercher dans les documents, c'est de l'information. Donc moi, de manière très objective, grâce à ces comptes, je peux vous dire combien ont coûté les funérailles de Louis XV, dont on vous dit toujours qu'elles ont été faites à la sauvette de nuit parce qu'il avait mauvaise réputation. Bon, ben non, elles ont coûté 1 million de livres tournois, donc visiblement, ils ont quand même mis des moyens. Donc ça, je peux vous le dire parce que c'est une information qui est objectivée dans ces comptes, même si elle est dispersée et compliquée à reconstituer. Mais en même temps, ces comptes, vous pouvez aussi en inférer en fait des gestes, des savoirs et des agencements en fait du travail et aussi en fait d'autres documents qui peut-être ont disparu. Et ce que m'ont dit souvent les collègues médiévistes, parce que je leur donne la parole même s'ils ne sont pas là, ils m'ont dit mais tu sais ce que toi tu observes, ça existait déjà au Moyen-Âge, mais en revanche ils ne le conservaient pas parce que pour eux ça n'était pas utile de le conserver. Et donc il y a une autre logique qui s'instaure aussi. Là, peut-être dans le temps, bon, même si c'est peut-être aussi discutable, qui est de conserver les étapes du travail préparatoire, qui est de conserver ce qui va permettre de valider la décision. Bref, de rendre compte autrement du travail administratif. Donc nous, on doit être attentif aux documents, mais aussi à ce qui manque. Et on doit donc aussi, effectivement, être très très attentif à tous les gribouillis, tous les brouillons oubliés, toutes les annotations qui n'auraient pas dû être là, mais que Dieu merci, certains commis ou secrétaires pouvaient mettre en marge des documents. Donc on est finalement voilà, entre une absence et une présence documentaire qui invite aussi à beaucoup de prudence. Puisque évidemment nous ne pouvons pas observer directement
si tant est qu'on puisse observer directement ces hommes. Et bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, en tout cas dans le monde que moi, sur lequel j'ai travaillé, au travail. Alors, en ce qui concerne les sources qui nous permettent de tracer cette histoire des administrations, ça me semble très important de coupler l'observation précise des documents à une histoire sociale de ceux qui ont réalisé ces documents. Je prends un exemple, c'est les bureaux du ministère des Affaires étrangères au XVIIIe siècle. Là, tout d'un coup, dans la documentation, dans les années 1720-1730, on voit apparaître les bureaux sous la forme d'organigrammes, donc de traces de réorganisation des bureaux. Voilà. Alors là, tout d'un coup, les bureaux, on les voit. On voit premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. On voit des listes de noms. Bon. Mais ces organigrammes, ils sont en fait toujours liés à des revendications par des chefs de bureau en termes de rémunération pour leur personnel, en termes de privilèges variés. Si bien que la réflexion, tu parlais des sciences de l'administration, dans ces mêmes sources, donc on voit des projets de réforme, de réorganisation. Voilà. Mais ces projets de réorganisation, encore une fois, ils sont toujours liés à un souci d'affirmation d'un certain type de personnel. Voilà. Et on ne peut vraiment pas découpler ce qui serait une histoire simplement technique d'une histoire sociale qui valorise certains personnels et qui vont aussi dévaloriser d'autres personnels. Alors tu parlais des femmes. Les femmes n'apparaissent que au détour de la documentation. Mais alors, voilà, par exemple, j'en ai rencontré une, c'est la femme d'un secrétaire du prince de Condé. Le secrétaire est mort, et du coup, l'administration du prince de Condé, au XVIIIe siècle, presse sa famille de restituer les documents administratifs qui seraient restés dans la maison, quoi. Voilà. Bon. Et là, on voit... Là, il y a la lettre de la femme de ce secrétaire, de la veuve de ce secrétaire, qui dit qu'elle n'entend évidemment pas garder les choses, et qui montre qu'elle connaît bien la valeur des documents, et qui, en fait, suggère fortement qu'elle a travaillé, en réalité, avec son secrétaire de mari, dans le travail administratif commun, ce qui suppose évidemment une compétence dans l'écrit, etc. Et ceci n'est pas fait non plus uniquement totalement gratuitement. Il s'agit pour elle de revendiquer une place et éventuellement donc de revendiquer une pension liée à la perte de revenus de la famille du fait du décès. Donc voilà un exemple de visibilité, invisibilité du personnel qui peut apparaître dans la documentation. J'avais envie d'évoquer un deuxième point, si on a encore un tout petit peu de temps. Voilà, parce que je trouve que, au fond, il est quand même très difficile de se déprendre d'une vision évolutive. Voilà, là, vous avez un panorama du XVIe au XXe ou XXIe siècle, d'une vision évolutive qui va quand même dans le sens d'une modernisation liée à une rationalisation de l'administration, et qui est lié aussi à une vision d'autonomisation relative de l'administration par rapport aux politiques. Voilà. C'est quand même ça qu'on tente fortement toujours à construire, il me semble. Bon. Alors bien sûr, le concours dont parlait Mathieu, le concours républicain, on peut dire clairement, ça c'est un progrès. Voilà, on peut le dire assez tranquillement par rapport au fait de recruter son neveu ou son cousin dans la fonction publique. Bon. Ça a permis un certain brassage social. Mais dans la longue durée, il me semble que plutôt que d'observer une évolution, une progression, on gagnerait à observer des conjonctures différentes, notamment du couple administration-pouvoir. Alors je prends juste un exemple. Au XVIe siècle, se construit ce que l'on pourrait appeler, avec un peu d'anachronisme, une sorte de fonction publique, qui valorise les officiers du roi, qui sont indépendants du souverain, par un mécanisme qui n'est pas celui du fonctionnariat, mais qui est celui que les officiers sont propriétaires de leur charge. Et étant propriétaires de leur charge, ils peuvent la transmettre, ce qu'ils font, à leur famille.
Ça nous paraît bizarre, mais bon, voilà. Mais du coup, ils sont relativement indépendants du souverain. Au XVIIe siècle, une certaine apparition des bureaux met sur le devant de la scène, en fait, des gens qui sont des fidèles des ministres. Et on pourrait dire que là, au XVIIe siècle, on a une redomestication du pouvoir par rapport au XVIe siècle. Voyez ? Et donc, du coup, on n'a pas une évolution linéaire. Et le temps de Louis XIV, toujours présenté comme celui de la modernisation administrative, il faudrait y regarder de près de ce point de vue-là. Voilà. Et il me semble que voilà, on gagnerait plutôt à observer comme ça des conjonctures un peu plus courtes, non pas une évolution, mais des allers et retours évidemment différents, suivant les moments. Voilà. Merci Nicolas. Je trouve cette remarque extrêmement précieuse sur la manière en fait de décrire ce travail de bureau depuis une interrogation sur les agencements qui permettent en fait de construire une certaine neutralité, sachant que selon les périodes, la manière de la construire, de construire une certaine coupure entre l'administratif et le politique, finalement fait l'objet d'un... C'est ça qu'il faut décrire, en fait, c'est ce processus-là d'élaboration. Bon, il nous reste très peu de temps, puisqu'il nous reste 2 minutes avant la clôture de la table ronde, donc je m'adresse... On viendrait à s'exprimer, et oui, elle s'exprime. Alors... très fort. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir Il y avait une autre question peut-être qui voulait En ce qui concerne les bureaucraties privées, je ne saurais pas me prononcer réellement sur voilà, la signification du nombre. En revanche, pour le public, c'est sûr que le nombre de fonctionnaires est un enjeu. Alors, il faut quand même distinguer entre des administrations dont on va mesurer l'importance, peut-être la puissance, mais pas toujours, pour les administrations qui ont beaucoup de fonctionnaires. Le Trésor public, les impôts, c'est une administration territoriale, donc en effet, les chiffres sont extrêmement importants. Mais à l'inverse, il y a des administrations centrales où le pouvoir va se mesurer au petit nombre, très petit nombre. Par exemple, à la direction du budget, au ministère des Finances, 300 personnes, la direction du Trésor, par exemple dans les années 60, voire moins, à la direction du Trésor, idem. Et il y a une précaution immense des responsables à ne pas trop grossir, car justement pour éviter tous ces emplois inutiles, car un administrateur d'une administration puissante se doit d'avoir du pouvoir. S'il est multiplié et répliqué et mis dans un placard, ce n'est pas utile.
Donc ça, déjà, il faut, entre guillemets, dénaïviser la question des chiffres. Et puis en même temps, la question du nombre de bureaux, du nombre d'agents reste un enjeu très très important à l'échelle macro-étatique ou au sein d'un ministère. Donc c'est pas univoque. On peut être très puissant avec très petit nombre de hauts fonctionnaires, et on peut être moins puissant avec énormément de fonctionnaires. Donc je pense que là, il faut juste introduire un peu peut-être de subtilité dans la thèse de ce chercheur américain que je ne connais pas. Donc, Ah, j'ai pas entendu le nom. Oui, on n'entendait pas bien. Oui, d'accord, ok, j'avais pas entendu. Oui, les bureaucraties des entreprises. Pardon, j'avais pas entendu l'auteur. Il y avait une autre question peut-être qui voulait s'exprimer, puis on clôturera. Ah oui, voilà. Alors, pour le coup, je ne suis pas du tout spécialiste d'autre chose que la France au XVIIIe, mais en revanche, je pense que cette démarche qui consiste à sortir des archives institutionnelles, elle peut être nécessaire même quand on dispose des archives institutionnelles. Parce que de toute façon, il y a toujours des lacunes, il y a toujours des silences. On ne peut jamais postuler que la production documentaire dont on dispose est une sorte de reflet parfait de l'activité des bureaux. Et à partir du moment où de toute façon, on postule qu'il y a une efficace politique, sociale des bureaux, ça veut dire qu'il y a des conflits, qu'il y a des rivalités entre institutions. Et donc, on peut aussi s'intéresser à d'autres lieux d'archivage. Donc, Nicolas évoquait tout à l'heure cette lettre d'une femme, d'un secrétaire, et c'est quelque chose qu'on peut généraliser, en fait. Les archives familiales, les archives privées, en tout cas sous l'Ancien Régime, sont tout à fait fondamentales pour comprendre comment les choses se nouaient. Alors, pas seulement parce que, comme c'est vieux, ils gardaient leurs papiers et c'était mal, mais aussi parce qu'on voit d'autres choses, et effectivement, notamment cette question, peut-être qu'on peut le dire, du travail féminin qu'on voit à un échelon comme celui dont parlait Nicolas, mais aussi pour des épouses de secrétaires d'État sous Louis XIV, dont on s'aperçoit, si on se penche sur des correspondances privées, qu'elles étaient consultées par leur mari du fait, et là on voit aussi la question de la diversité des compétences qui peuvent être mobilisées, et bien de leurs compétences dans la gestion patrimoniale aussi. Et donc là on voit que les choses se transposent. Donc je pense que c'est nécessaire d'être à la fois dans le bureau, très près, et si possible hors du bureau ou aux frontières, parce que, je ne sais plus si ça a été évoqué aussi, les savoirs circulent, et c'est dans tous les sens, en fait. Je n'ajouterai rien. Pourtant, nous avons tous envie de continuer cette discussion, mais merci beaucoup pour votre assistance. Et merci à nos intervenants.